Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis avec Frédéric, mais même bonjour Frédéric, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Fabien, bonjour à tous. Bah, très bien. Et toi, je suis en vacances, moi, donc tout va bien. Ah, L'été a l'air alors, d'arriver, donc voilà. Et en plus, bon, tu as ben, un accent chantant du soleil, donc c'est agréable. ah, c'est ça. Exactement, c'est ça. Eh bien, écoutez, alors aujourd'hui, moi je suis assez content parce que Frédéric, c'est la première fois qu'on se fait une interview tous les deux, que je peux Absolument. t'interviewer et que tu vas pouvoir nous parler un petit peu de toute ta bibliographie, de ton univers. Alors tout d'abord, Frédéric Mémé, alors qui es-tu? Qui es-tu? Comment dire, comment t'es tombé dans l'écriture? Alors, donc moi, j'ai 48 ans. Je vis actuellement dans la Marne. Je suis militaire de l'armée de l'air et de l'espace depuis 27 ans. Je suis né à Périgueux, donc dans le D'accord. sud-ouest. J'ai vécu Ah, au fil de mes affectations aussi bien dans l'Alsace que en Haute-Marne, à Saint-Dizier. Et là, je reviens de Bourgogne, donc où je suis resté 5 ans. Donc voilà, et ça, c'est mon métier principal. À côté de ça, j'ai diverses passions comme la musique. Donc, je suis aussi d'accord. musicien amateur, je suis batteur de métal. Et j'écris. Donc, j'ai toujours écrit dans ma vie, mais les romans depuis 2019. Avant, j'écrivais des chansons dans le cadre de la musique ou alors des lettres manuscrites dans le cadre de relations épistolaires avec des proches en français et en anglais. Et je suis venu au roman parce que ça faisait longtemps que j'avais l'idée en tête, parce que j'aime beaucoup tout ce qui a trait à la criminologie, la criminalistique, les faits divers, les choses comme ça. Et même si c'est souvent des sujets sombres, il y a un petit côté attractif. On est souvent attiré par ce genre de choses. Et aimant l'écriture, j'ai toujours fantasmé sur le fait de poser des idées par écrit. Donc en 2019, je me suis lancé et mon idée d'abord, c'était d'écrire une série policière un petit peu euh, construite comme les séries télévisées, c'est-à-dire que on peut piocher d'un livre à l'autre sans être obligé de tout lire et vraiment que chaque livre raconte une histoire indépendante. Évidemment, si on lit tout, on a toutes les infos, mais on n'est pas piégé par les faits séries où on est obligé de tout prendre, donc de tout consommer, parce que lire, regarder la télé ou ce genre de choses, tout ce qui est culturel en général, c'est chronophage. Donc j'aime bien pouvoir donner l'idée de piocher. Donc j'ai écrit pour l'instant une trilogie policière qui s'appelle ADN. Donc comme son nom l'indique, il y a 3 épisodes, D'accord. mais le but c'est d'en écrire plus. Mais déjà en 3 ans, j'en ai écrit 3. J'ai participé aussi à des projets de nouvelles, donc j'écris aussi des nouvelles. J'écris un petit peu de poésie. D'accord. Et je vais y venir plus particulièrement pour le tome 3. Donc, principalement, donc, ma trilogie qui s'appelle ADN raconte les enquêtes de Quentin Morvan, qui est un gendarme de l'IRCGN, donc l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Pourquoi un gendarme? Parce que j'en avais marre que ce soit toujours des policiers dans les polars, même en zone gendarmerie, donc pour amener un petit peu de crédibilité. Et aussi parce que de par mon métier, j'en ai côtoyé quelques-uns, donc c'est une sorte d'hommage que je leur rends. Donc les trois épisodes que j'écris s'appellent rétrospectivement parlant ADN, le premier qui porte le nom de la série, ADN le fantôme d'Agathe qui est le tome 2 et ADN les nymphes qui est le tome 3. Et la particularité de cette série, c'est que ils ont chacun un genre littéraire différent. Le premier, c'est un polar thriller. Le deuxième, c'est un polar psychologique avec un petit peu de paranormal, d'où le nom Le Fantôme d'Agathe. Et le tome 3, Les Nymphes, c'est ce que j'appelle une polarésie. Donc je revendique le terme parce que je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Donc c'est un polar dans lequel j'ai disséminé quelques poèmes à l'ouverture, à la fermeture du livre, mais quelques-uns aussi sont disséminés au fur et à mesure de l'histoire, mais non pas pour remplir des pages blanches, mais pour servir l'histoire. Donc c'est-à-dire que de temps en temps, il y a des scènes qui peuvent être dramatiques ou très sombres, et elles sont précédées ou suivies d'un petit poème qui amène un petit peu de légèreté dans ce monde cruel, on va dire. Et j'aime bien, en fait, jongler avec les différents styles, ce qui donne aussi l'illusion que les 3 livres sont écrits par 3 auteurs différents. Voilà. Et j'aime bien me challenger aussi. Donc voilà, j'aime bien piocher un petit peu partout selon mes univers. Donc voilà. Et les nouvelles Et, que et pour j'ai. ADN, Oui, alors, tu as dit oui, pour ADN, alors toi, tu es passionné de criminologie, oui. des faits divers, etc. Et est-ce que ces livres-là, cette série-là, elle est inspirée de faits réels ou des choses comme ça, que tu as pu vivre aussi dans ta carrière, je sais pas, des Ah, choses, alors, tu vois? Est-ce que ça t'a inspiré un petit peu?
ta carrière aussi de militaire, peut-être? Je sais Alors, pas, après, voilà, explique-nous un petit peu. alors, ma carrière de militaire, on va dire, amène peut-être un petit côté carré dans la façon de construire, d'écrire. Mais non, il y a pas de. Il y a quelques petits hommages. Dans le tome 1, ADN, je parle à un moment d'une opération en Afghanistan à laquelle j'ai participé moi-même. Donc, en fait, c'est des petits clins d'œil comme ça, mais ce n'est pas vraiment en rapport avec la criminologie. Par rapport aux enquêtes, je me suis vraiment inspiré de vrais faits divers parce que je me renseigne beaucoup, je suis beaucoup. Là, malheureusement, en ce moment, il y a un nouveau fait divers qui est arrivé avec une petite fille là, qui vient d'être Oui, assassinée par le retrouver conjoint de sa morte, ouais. maman. Bah voilà, c'est ce genre d'histoire qui m'inspire, façon de parler, hein, pas pour faire la même chose, mais enfin voilà, c'est le reflet de la nature humaine. C'est pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, en fait, c'est le conjoint d'une femme qui prend de la cocaïne régulièrement et sur le coup d'une colère, il a poignardé sa conjointe, il a poignardé la gamine de 6 ans, il l'a enlevée et il l'a laissée pour morte dans un bois. Elle vient d'être retrouvée. L'affaire est en cours là en ce moment. Donc voilà, l'affaire Nordal Lelandais, l'affaire Jacqueline Sauvage, toutes ces affaires-là, même Ranucci, qui est une vieille histoire, hein, mais pour ceux qui la connaissent, c'était l'homme au pullover rouge. Donc c'est tous ces univers-là qui me passionnent dans un sens, mais ce qui me passionne, c'est le côté judiciaire, c'est-à-dire comment les enquêteurs vont réussir à tromper le criminel et à arriver à le piéger. Donc, il y a des choses passionnantes dans le sens scientifique, dans le sens culture, dans le sens recherche, curiosité. Il faut vraiment être curieux pour résoudre une énigme et pas avoir peur de mettre, passez-moi l'expression, les mains dans on va dire dans le cambouis. Donc voilà, donc c'est pas vraiment par rapport à mon métier, c'est vraiment un parallèle. Mais je m'inspire aussi de mes autres passions. Je parle de pêche dans mes livres, je parle beaucoup de musique aussi. Donc c'est vraiment, je me mets vraiment à nu dans mon écriture. Donc en fait, en lisant les trois déjà, on en connaît un petit peu plus sur ma personnalité, mais je ne suis pas un tueur en série. Et en fait, je rends hommage à travers les Et est-ce que personnages ou tu les fais des lieux. recherches? Oui, bien sûr, je fais des recherches, bien sûr, toujours. Le premier, il y a une scène qui se passe près du lac d'Annecy sur le lieu-dit, le Paquier, qui est un endroit où ils tirent des feux d'artifice chaque été. C'est très touristique. J'y suis jamais allé. C'est un endroit où j'aimerais bien aller, mais quelqu'un m'a dit tu dois bien le connaître parce que c'est bien décrit. Non, c'est parce que j'ai fait un travail en amont. Mais la plupart des auteurs font ça s'ils veulent être un petit peu réalistes. Quand ils décrivent un lieu ou un personnage célèbre ou quelque chose, ils font des recherches forcément en amont. Dans le tome 3, je parle d'un événement historique de la Seconde Guerre mondiale qui était les massacres de Katyn. Donc en fait, où l'armée rouge avait massacré l'intelligentsia polonaise dans les forêts de Katyn, dans la forêt de Katyn, où ils avaient massacré plusieurs milliers d'officiers et de politiques, enfin de personnalités polonaises. Donc je me sers de cet événement-là pour écrire une histoire, pour écrire le tome 3. Donc voilà, donc j'ai des références aussi bien sur l'actuel que le passé, enfin voilà, sur tout ce qui me passionne. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que Voilà, oui, donc en fait, voilà, et à tu travers les fais, livres, je voilà, rends de toute hommage façon, voilà, c'est vraiment aussi ça. bien au lieu pardon. Ouais, on a un petit décalage. Je rends hommage aussi bien au lieu qu'aux personnages, donc soit à travers des clins d'œil, les prénoms, les métiers, les choses comme ça. Et les lieux, ce sont des lieux que j'affectionne particulièrement. Oui, voilà. Et donc, en fait, voilà, toi, avec entre tout, c'est-à-dire ta passion, tes recherches aussi, puisque voilà, tu fais des recherches et surtout, les affaires sont, comment dire, très précises, comme tu dis, avec entre ce que tu écris, ce que tu recherches, ce que tu nous dis là à l'instant, donc avec le massacre de Katyn, etc. Donc, tu fais beaucoup de recherches approfondies pour pouvoir délivrer un récit alors réaliste, avec des détails, pour arriver à une histoire voilà, où tu vas. Alors, c'est une histoire, ça va être une fiction, mais basée sur des faits réels finalement. Voilà. Oui, Et tu en arrives fait, voilà, à dire. il y a des informations qui se croisent, un petit peu comme un ruban d'ADN, d'où le titre. ADN aussi, c'est parce que en criminalistique, c'est ce qu'on appelle la preuve reine. Et bien souvent, le grand public pense que quand les enquêteurs ont l'ADN de quelqu'un, ça résout l'enquête. Non, ça permet juste
de prouver la présence de quelqu'un à un endroit donné, mais ça n'en fait ni un innocent ni un coupable. Mais ça permet aussi de créer des scénarios qui sont intéressants. Je prends toujours l'exemple que si par exemple toi Fabien, tu as un frère jumeau et que tu commets un crime et que tu veux le faire accuser, ton ADN est proche à 99,99% de ton frère jumeau, c'est facile de le faire accuser à ta place. C'est pas pour donner des idées, mais enfin voilà. Donc moi, c'est pas une histoire de gémelléité, mais c'est vrai que l'ADN en soi, c'est quelque chose de très important qu'on a tous en nous, qui est une empreinte unique et qui permet de travailler sur ce thème-là, quoi. Et puis parce que aussi ADN, c'est facile à retenir, c'est 3 lettres. Donc, c'est pas très, très compliqué, Non, mais quoi. c'est Donc voilà, puis ça sonne bien. non, ça sonne bien. Après, voilà, c'est. Donc, toi, alors, est-ce qu'on va pouvoir appeler ça? Alors, c'est une série, mais que tu peux, comme tu as dit tout à l'heure, on peut prendre un livre à la fin, le 3, mettons, on prendra quand même l'histoire. Absolument. On va Pour prendre le 1, l'instant, le c'est 2, une dans n'importe trilogie. Et on peut l'ordre. vraiment les lire dans l'ordre, dans le désordre ou piocher. Par exemple, j'ai souvent, moi, des lectrices, parce que j'ai plus de lectrices que de lecteurs. C'est un fait, les femmes lisent beaucoup plus que les hommes, qui me prennent le tome 2 exclusivement parce qu'il y a du paranormal dedans. Donc, en fait, on pioche selon ses goûts. Dans le tome 3, il y a de la poésie. C'est l'histoire d'un réseau de trafic d'êtres humains. Comme je disais, il y a une référence à l'histoire à Katyn. Donc, il y en a qui vont prendre celui-ci pour ça. Le premier, c'est un polar thriller. C'est ce qui semble être la traque d'un tueur en série. Donc, il y en a qui vont prendre ça. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça peut les amener à découvrir les autres. Donc, ils vont partir d'un pioché au hasard et après, ils vont vouloir lire ce qui s'est passé avant ou ce qui s'est passé après. Parce qu'il y a forcément une connexion entre les trois, de par les personnages, de par des petits clins d'œil dans les histoires. Donc ça peut étendre le champ des possibles. Mais voilà, il y a vraiment pas, j'ai vraiment pas voulu piéger le lecteur dans le sens que quand je suis en salon, ah, vous avez 3 livres, je suis obligé de prendre les 3. Ben non, vous prenez que le troisième, ma bonne dame. Et puis si vous voulez prendre le 2, vous le prenez après. Et puis voilà, quoi. Donc le lecteur est pas piégé. Et du coup, tu prévois des suites Ouais. à Alors, sa ADN, en fait? Tu vas faire. ouais, tout à fait. En fait, moi, mon idée de départ, c'était un par an, d'en écrire bien une douzaine. Après, au début, on a plein d'idées et puis après, on se rend compte que, comme je disais tout à l'heure, c'est hyper chronophage. Donc, j'ai réussi à en écrire 3 en 3 ans. En même temps, j'ai participé à d'autres projets pour écrire des nouvelles. Bah, forcément, c'est du temps que je ne passe pas sur les romans. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit comme nouvelle? J'ai écrit une nouvelle sur le thème du harcèlement pour un recueil de nouvelles qui était créé par une auteure qui s'appelle Emily Yorfida Hoffman. Et en fait, dans le cadre d'un collectif d'auteurs qui s'appelle Cri d'encre. Et il y a 10 auteurs, donc 10 plumes différentes, qui ont écrit chacun une nouvelle, qu'elle soit purement fictive comme la mienne ou autobiographique. Et le livre est vendu 10 euros. Il y a 1 euro par nouvelle et il y a 1 euro qui est reversé à une association qui lutte pour le harcèlement. Donc, j'ai participé à ça. En tant que militaire de l'armée de l'air, j'ai participé à un concours d'écriture. Ça s'appelle les plumes de l'air et de l'espace, où il fallait écrire une nouvelle sur le thème de l'aéronautique ou de l'espace. Et en fait, j'ai été sélectionné parmi les 10 premiers. Donc, je serai publié dans le cadre d'un recueil. Il y a plus d'une centaine de participants et j'ai fini dans les 10 finalistes. Et j'ai écrit une autre nouvelle aussi dans le cadre d'un... Merci beaucoup. Dans le cadre d'une résidence d'auteur à laquelle j'ai participé, organisée par mon éditeur. On est allé à Séville avec une dizaine d'auteurs et à la fin, on devait tous écrire une nouvelle dans un temps restreint avec un thème imposé, un titre imposé. Et moi, ça s'appelle le dernier vers. Et cette nouvelle-là sera publiée aussi dans le recueil de nouvelles qui sera édité par la maison d'édition. Pour l'instant, je n'ai pas encore l'info de sortie ni le titre, mais ça sera facile à savoir en me suivant sur mes réseaux. Donc voilà, donc j'aime bien en fait toucher à tout et pas forcément me cantonner. Oui, bien sûr. Et oui, bien sûr. Alors, ton éditeur, rappelle-nous, c'est Nombre 7, il me semblait. Alors, c'est vrai et c'est faux. Disons, je suis édité chez Société des écrivains, qui fait partie du groupe Edilivre, qui fait partie du groupe Nombre 7. Donc, c'est tout à fait exact. Je ne suis juste pas estampillé Nombre 7 sur mes livres, mais je fais partie du groupe Nombre 7. Voilà. C'est un petit peu comme je ne sais pas moi, C8 qui fait partie du groupe Canal+, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, parce qu'il y a des auteurs... Parce que j'ai vu la résidence d'auteur.
Absolument. Il y a des auteurs qui sont Nombre 7, qui sont publiés chez Nombre 7. Moi, je suis publié à Société des écrivains. Mais je suis, par rapport à ça, je suis auteur référent et délégué régional chez Nombre 7. Donc, c'est-à-dire que je représente aussi le groupe quand je fais des salons dans ma région. Pourquoi? Pour promouvoir Nombre 7, pour discuter avec les auteurs qui sont déjà chez eux, pour rencontrer, les rencontrer déjà, me faire connaître avec mes collègues auteurs référents, et puis faire remonter les problématiques que peuvent avoir certains auteurs en salon du livre, et à terme créer des salons qui seront estampillés Nombre 7, qui s'appelleront les salons littéroirs, en fait, qui mélangeront la littérature et le terroir. Donc voilà, donc oui, je fais quand même partie de l'équipe Nombre 7. Voilà. D'accord, oui, voilà, c'est ça. Non, mais parce que j'ai vu la résidence d'auteur et tu sais, c'était Nombre 7 aussi qui l'organisait sur leur Absolument. page. J'ai vu ça Ouais, à c'est ça. Séville et tout ça. J'ai suivi Ouais. un petit peu, donc c'est voilà. Ouais. D'accord. En fait, Ben, c'est en le tout cas, premier écoute, groupe Frédéric, je suis d'édition ravi de t'avoir eu. alternative en France, donc ils sont incontournables. Pardon, j'ai pas entendu, on s'est croisés. Oui, voilà, c'est ça. C'est le premier groupe alternatif dans le sens où voilà, il y a les grosses maisons d'édition, Calman Lévy, etc. Puis après, tu as Nombre 7, etc. Voilà, tu vois ce que C'est je veux ça. dire. En fait, je peux expliquer 2 minutes la différence, c'est que justement, les grosses maisons d'édition, Ouais, c'est ce qu'on appelle à compte d'éditeur, où en fait, l'éditeur prend tout en charge, mais par contre, le livre appartient à l'éditeur et pas à l'auteur pendant un certain nombre d'années. Je vais essayer d'être concis. Et Nombre 7 ou d'autres, ils permettent d'être à compte d'éditeur ou à compte d'auteur. Ou là, à compte d'auteur, des fois, on peut demander une participation à l'auteur, mais ça, de moins en moins. Au début, c'était on payait comment dire, pour fabriquer le premier livre. Maintenant, il y en a certains, on ne paye plus, mais il faut acheter un petit lot de livres au début, mais qu'on aurait acheté de toute façon pour pouvoir vendre en salon du livre. Donc, ça revient au même, mais ça permet surtout à un plus grand nombre de se faire publier. Après, il y a quand même un contrôle qualitatif et ils ne publient pas c'est non ça. plus tout et n'importe quoi. Il y a quand même des comités de lecture. Mais ça permet de démocratiser un petit peu le monde de l'édition parce que c'est pas facile pour tout un chacun de se faire publier sinon. Parce qu'il y a des milliers de gens qui écrivent chaque jour, il y a des milliers de manuscrits qui sont envoyés chaque jour aux maisons d'édition et les grosses maisons d'édition, la plupart du temps, ne les lisent même pas, restent sur leurs acquis et republient les mêmes auteurs depuis des décennies. Et en fait, même si ça devient moins bon ou même carrément mauvais, ils s'en foutent. C'est une histoire de marque. Ils ont tel auteur chez eux, ils le publieront, quel que soit ce qu'il écrit, même si c'est pas bon, il n'y a même plus de contrôle derrière. Donc en fait, bon, on va pas rentrer là-dedans, mais je pense que les gens connaissent un petit peu les us et coutumes. De toute façon, c'est pareil dans tous les domaines artistiques. Un acteur qui est bankable, il peut jouer dans un film qui est absolument nul. Le film sera quand même sorti parce qu'il y a l'acteur qui est dedans. En fait, c'est un petit peu ce principe-là. Donc, la maison d'édition à compte alternatif permet à Ah, mais des tout à fait. illustres inconnus de pouvoir sortir leurs livres. Après, il y a beaucoup de travail derrière quand même. La maison d'édition ne fait pas tout, mais même dans les grandes maisons d'édition. Ah oui, exactement. Je te suis absolument. Eh bien, en tout cas, je te remercie énormément, Avec Frédéric, d'avoir accepté moi, cette je te remercie. interview. Avec grand plaisir, parce que c'est aussi grâce à des Et gens puis, comme toi, on te souhaite justement, plein de on succès. peut Et puis, travailler derrière et faire quelque chose, parce que justement, euh, on va dire, si je te mets dans la case média, parce qu'en faisant une interview, tu rentres dans la case média, tu participes à faire connaître les auteurs et la littérature. Donc, de toute façon, les uns ne fonctionnent pas sans les autres. exactement. Et voilà, c'est le seul moyen de faire connaître des auteurs et autrices, pour ceux qui aiment bien le terme, au plus grand nombre, pour des gens qui ne sont pas forcément très connus, mais qui ont beaucoup de Oui, talent. ouais, Voilà. exactement. Alors voilà, c'est exactement pour ça que je crée voilà, tout ce que je crée, tout ce que j'essaie de. Voilà, dans l'innovation, je dirais aussi, pour que ce soit un peu novateur aussi, pour intéresser un public, tu vois ce que je veux dire aussi. Si on fait des choses qui se font 10 fois et qui sont toujours faites, tu vois, ça a moins d'attrait pour le public. Là, si on change un peu, qu'on fait des choses un petit peu novatrices, on leur met, voilà, on arrive à attirer un public, on arrive à faire un petit peu de mouvement autour des auteurs, et puis au moins, voilà, chacun gagne en visibilité, d'autres, ils peuvent se découvrir, voilà, comme tu le dis, c'est ça aussi l'intérêt premier de tous ces événements. Oui, puis en plus, moi qui fais pas mal
de salons là depuis 3 ans, je constate quand même, et il y a d'autres auteurs qui disent la même chose, une baisse de fréquentation des salons. Pourquoi? Parce que des salons physiques, je parle. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, tout le monde veut faire son salon. Et au bout d'un an, il y a tellement d'offres, c'est toujours le même principe, hein, l'offre et la demande. Il y a tellement d'offres que en fait, les gens se déplacent moins. Il y a aussi les réseaux sociaux, Internet qui permet aussi d'acheter des livres facilement. Il y a aussi les librairies. Après, ça ne remplace pas un salon où on va rencontrer l'auteur. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros pic en 2022. Ça marchait très, très bien. 2023, ça a été un peu catastrophique. Et là, 2024, ça a l'air de repartir un petit peu. Donc, il y a quand même, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à aller en salon. Et je me dis toujours, si j'y vais, qu'il n'y a pas de public, je vais quand même revoir des auteurs que je connais. Puis ne serait-ce que pour les organisateurs qui se sont mobilisés pendant au moins 6 mois pour organiser. Je vois, moi, par exemple, toi, ce que tu fournis comme travail, je te disais tout à l'heure, pour un salon virtuel, le boulot que c'est, et un salon physique, c'est énorme aussi. Donc, au moins, si le public ne vient pas, au moins les auteurs ont à cœur de participer, de venir quand même et de promouvoir ces salons-là, parce que derrière le nom du salon ou derrière Card Book, il y a un être humain, il y a toi derrière, donc il y a du boulot, il y a tout un investissement personnel qui mérite d'être souligné, quoi. Bon, mais c'est gentil en tout cas de reconnaître tout ça. Bravo Frédéric, en tout cas, normal. on te souhaite plein de succès. Et puis, à très vite Frédéric, n'hésite pas à donner tes nouvelles. Avec grand plaisir. Donc, ce que je peux dire, c'est que à très vite. Les gens qui veulent me trouver facilement, je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Je n'ai pas de pseudo d'auteur, donc c'est vraiment mon identité, Frédéric Mesmin. Des fois, il y a un petit DTG, les 3 lettres DTG, entre mon prénom et mon nom, mais vous tapez Frédéric Mesmin, auteur, vous me tapez sur Google et vous aurez accès à mes réseaux sociaux. Je suis très, très facile à trouver, et vous m'écrivez sur Messenger si vous voulez, et je réponds toujours. J'essaye d'être aussi rapide que toi pour répondre, mais je réponds toujours aux personnes. Donc voilà. Non, parce que Fabien est très très rapide pour répondre aux mails. Je me dis, il a sa boîte mail sous le nez tout le temps, c'est pas possible. donc voilà. Et encore, merci à toi. Ou par le téléphone ou par le PC. Ouais, non, mais je le fais aussi. Et en plus, je pense que tu as vu, j'essaie de te répondre assez rapidement, mais je suis toujours impressionné quand tu vois le travail qu'il y a derrière. Et comme je te disais tout à l'heure, d'être toujours disponible comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais je pense que, de toute façon, dans le domaine artistique, ou même ceux qui font des bouquins, de la musique ou d'autres trucs, sont souvent hyper actifs. Et tu es toujours occupé quelque part, donc tu n'as pas beaucoup de temps mort. J'imagine que pour toi, c'est un petit peu pareil et que tu es toujours à fond, en fait. C'est ça. Ouais. Exactement. Donc, bon, j'essaie, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, premier à pas aimer des fois, tu sais, sur des sites web ou des services où tu as un laps de temps de réponse qui est des fois de 1 semaine ou 10 jours, tu vois, et c'est pas cool. Alors moi, j'essaie avec les auteurs, voilà, quand on participe à un salon virtuel, et ce ne soit pas une coquille vide, tu vois, qu'il y ait vraiment une interaction, qu'on puisse à n'importe quel moment te sentir accompagné. Je trouve ça normal, tu vois. Ouais. Tu vois, pour tout ce qu'il peut y avoir ou quoi, c'est pas un souci, voilà, on trouve tout. Bien sûr. Voilà. Non, puis ouais, je peux signaler à tout le monde que chaque fois que je t'ai envoyé un truc, tu as répondu presque dans la foulée, donc ouais, chapeau. Donc après, on verra tout ce que ça a donné, tout ça. Mais merci beaucoup. Très belle initiative. Merci à toi. Et puis merci à tous ceux qui sont là derrière leur écran et qui nous écoutent, qui nous regardent, et puis qui auront peut-être envie d'aller cliquer à droite et à gauche. Pas que avec moi, mais il y a beaucoup d'auteurs, donc n'hésitez pas à aller flâner sur les salons. C'est ça, voilà, il y a 80... donc c'est bien. C'est ça. Là, c'est le plus. Aujourd'hui, le salon actuel, chaque année, c'est le plus gros, puisque chaque fois, il y a à peu près 20% d'augmentation de la fréquentation et du nombre d'auteurs chaque année. Là, c'est vrai que cette année, l'an dernier, on avait atteint un record, donc on avait dépassé déjà tous les salons qui existaient virtuels. Et cette année, on a encore dépassé, on a fait 93 auteurs inscrits, donc ce qui est quand même exceptionnel. Ah oui. Là, dans peu de temps, j'enverrai encore les comment on appelle ça, les fréquentations, mais ça a vraiment, voilà, vous aurez la surprise tous sur la fréquentation globale du salon, mais ça, c'est exceptionnel, c'est quand même très très bien. C'est parfait, c'est parfait. Bon, mais super Frédéric, merci beaucoup et passez une bonne après-midi et surtout bonnes vacances du coup.
Eh ouais, merci à toi. Ouais, je pars demain dans le Lot. Je vais aller voir mes parents dans le petit village que je cite dans mon tome 1 et dans mon tome 2 qui s'appelle Les Arcs, qui est en Ah, plein ben, tu vois. Quercy. Donc, il y en a peut-être qui connaissent. Donc voilà, j'y vais une semaine et après, je reviendrai dans la Marne. Là, je suis dans la Marne, à côté de Saint-Dizier, pour ceux qui connaissent. Voilà. Avec la D'accord. base Ok, bon, aérienne, ben, on voit un peu. avec les Rafales, voilà, les petits avions comme Ah ben ça. voilà. Voilà, ça, D'accord. c'est mon outil de travail, ça. D'accord, ben voilà. T'es pilote en fait, c'est ça? Non, 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 je suis Non. mécanicien, je suis au sol, moi. Je D'accord. suis au sol. Ah Ouais. oui, t'es mécanicien, ouais, bon, c'est pas mal, mécanicien de Rafale, c'est C'est déjà assez. pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, mais c'est génial. Eh bien, écoute, bonnes vacances et à la prochaine, Eh ben, merci Frédéric. beaucoup et Merci. à très bientôt. Salut Fabien. À très bientôt.